RCF. L'invité. Marc Lelandais, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le propriétaire du Château Gaillard à Amboise, un château que vous avez sauvé il y a de cela 10 ans en le rachetant. Il était en quasi-ruine et vous l'avez restauré. Aujourd'hui, c'est fini, même si on sait que c'est jamais vraiment terminé. Alors 10 ans après, en regardant un peu dans le rétroviseur, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Écoutez, j'essaye toujours de garder la première impression. Vous savez, celle qui fait que vous tombez amoureux, voilà. Parce que ça a vraiment été un moment de grâce comme ça. J'ai croisé ce lieu après un appel téléphonique d'une agent britannique vivant à Tours me disant « J'ai un domaine royal de la première Renaissance de 15 hectares à vendre dans Amboise. » Vous cherchiez un domaine à acheter ? Non, du tout. J'étais propriétaire à l'époque d'un manoir à Ouchamps dans le 41. Et donc j'y venais le week-end et voilà. Donc c'était une pure rencontre par hasard. J'ai pas cru une seule seconde ce qu'elle me disait. Et puis j'étais piqué. Alors j'ai appelé mon ami Gonzague Saint-Brice à ce moment-là en lui disant « Gonzague, est-ce que tu connais Château Gaillard ?» Il m'a dit « Oui, Château-Gaille, je connais très bien. J'y jouais quand j'étais petit. C'était magnifique. Je ne sais pas, ça doit être en ruine aujourd'hui. » Et puis il a ajouté, il m'a dit « Tu te rends compte, ça fait 20 ans qu'on est amis, on pourrait devenir voisins. » Incroyable. Oui. Et donc là, vous êtes rendu sur les lieux de Château Gaillard ? Alors vous savez, c'est comme dans les films. Je suis arrivé par une petite allée qui était très encombrée, pas vraiment gracieuse, en me disant c'est absolument impossible qu'il y ait un domaine royal de 15 hectares au bout de cette petite allée, de ce petit chemin. Et puis un portail en bois complètement vétuste, pour ne pas dire vraiment abîmé. Alors je me suis garé, il y avait mon fils et mon labrador avec moi, et on a poussé le portail, comme dans les films. On a monté la rampe qui menait, qui était une sorte de friche complet, on ne voyait rien. Et puis arrivé au milieu de la rampe, on a levé les yeux et on a vu une masse blanche sortir. On était un 23 décembre. Et là, ma première action, ça a été de dire « Ah bah c'est un faux. C'est joli, mais c'est un faux. » Voilà. Donc on a continué à marcher sur la rampe et on est arrivé devant le château, au cadran solaire, on a levé le nez, et là vous me passerez l'expression un peu grivoise, mais je dis merde, c'est un vrai. Voilà. Et donc là, tout de suite, vous avez décidé de racheter ce château. Il était en plus dans un état complètement... Alors je l'ai pas, si vous voulez, je n'ai pas réfléchi. Je suis tombé amoureux du lieu. Et en fait, je l'ai projeté. Je ne l'ai pas regardé tel qu'il était, car on avait en face de nous un friche, une forêt, des arbres, des écrans partout. Il était vraiment tapi au creux de son vallon, sous une végétation luxuriante et exubérante et anarchique. Alors, j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'en ferais. Je me suis dit, je l'achète et puis on verra bien ce qu'on en fera. Et en tout cas, ce qui m'a frappé tout de suite, ça a été la configuration du lieu qui ressemblait à ces peintures de Giusto Utans, qui est un Italien qui, au XVIe siècle, peignait les palazzotti et les villas italiennes en demi-lune avec le château au milieu et les jardins devant. Et j'ai vraiment vu ça tout de suite en me disant, c'est pas du tout un lieu français, c'est un lieu italien. D'ailleurs, vous parlez d'un domaine royal. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de ce lieu ? Oui, alors il a une histoire absolument stupéfiante. Il y a beaucoup de châteaux qui n'ont pas d'histoire. Lui, il a une belle histoire. D'abord, c'est Charles VIII, ce jeune Charles VIII marié à Anne de Bretagne, qui s'en va en 1496 conquérir les villes et les cités italiennes. L'Italie de l'époque, c'est une succession de républiques et de royaumes, et c'est l'objet de tous les fantasmes. Alors, il part partout, il fait ses grandes entrées royales. D'ailleurs, quand il part, il est laid. Quand il revient, il se fait peindre, mais il est devenu beau. Parce qu'il a découvert les femmes italiennes, les napolitaines, et il a découvert la gaieté, la couleur à l'italienne. Il a bronzé. Il a bronzé, tout a changé. D'ailleurs, Anne de Bretagne va beaucoup lui reprocher son goût immodéré pour la gente féminine italienne et ses frasques. Alors Charles VIII va revenir
et puis il va exproprier le sieur Gaillard, Michel Gaillard, qui n'est autre que son ministre des Finances. Et il va l'exproprier au motif qu'il n'a pas réglé ses impôts, évidemment. Donc Charles VIII est le premier propriétaire de Château-Gaillard qui fait construire et qui fait venir avec lui 2 hommes essentiels, 22 artistes italiens, mais 2 hommes essentiels, Fra Giovanni Giocondo, l'architecte, et puis Don Pacello de Mercogliano, le plus célèbre jardinier de la Renaissance. Charles VIII a un successeur, Louis XII, et lui aussi marié à Anne de Bretagne, la seule reine de France à être mariée à 2 rois de France. Et Louis XII le successeur de Louis XII, ce sera François Ier. François Ier est propriétaire de Château-Gaillard aussi, et va l'offrir à Don Pacello de Mercogliano, à perpétuité contre un bouquet de fleurs d'oranger annuel. Alors ça, c'est l'histoire du XVIe siècle, et qui ne serait pas complète si on ne disait pas que Château-Gaillard était aussi la propriété du cardinal de Guise, le plus grand cardinal français de cette époque, l'homme le plus puissant d'Europe aussi, et puis René de Villequier, grand chambellan d'Henri III, qui était un peu l'alter ego du cardinal de Retz. Voilà, donc le lieu a une histoire absolument extraordinaire tout au long du XVIe siècle. Et puis, chaque siècle, en fait, il va y avoir 1 ou 2 fous par siècle qui vont l'entretenir et le maintenir en état jusqu'à 2011. Et le dernier, alors, c'est vous. Ben il faut un fou par siècle. Il faut un fou par siècle. Merci beaucoup, Marc Lelandais. On va faire une courte pause et puis on se retrouve dans quelques secondes. RCF.fr, c'est tout RCF et bien plus encore. Réécoutez vos émissions préférées grâce au podcast. Découvrez la boutique avec des coffrets et objets pour approfondir votre foi. Ou soutenez votre radio en faisant un don. RCF.fr, connectez-vous à votre radio. RCF, l'invité de la rédaction. Merci aux auditeurs qui nous rejoignent dans l'invité de la rédaction sur RCF. Nous sommes en compagnie de Marc Lelandais, propriétaire du Château Gaillard. Alors vous venez à Amboise, vous venez de nous peindre dans les grandes lignes l'histoire de ce château. Vous l'avez racheté il y a 10 ans, il était quasiment en ruine, on l'a dit. Donc c'était un coup de cœur. Quels travaux vous avez mis en place en premier ? Alors, c'est titanesque, parce qu'il fallait faire évoluer le parc et les jardins en même temps que le château, le bâti. Donc nous avons mobilisé plus de 400 ouvriers, une quarantaine d'entreprises de la région, 14 métiers d'art, et 10 mois par an, une dizaine de chantiers en permanence de 2012 à 2017. Et ensuite, à partir de 2017, on a ouvert au public, et là on a commencé à embellir et décorer le lieu, c'est-à-dire le remeubler. Parce que vous l'avez acheté en plus complètement vide. Il restait en tout et pour tout un soufflet dans le château. Voilà. D'accord, l'essentiel. Essentiel. Oui. Alors, je suis pas tout à fait juste parce que il y avait une chose extraordinaire à Château-Gaillard, c'est que la totalité des poignées de fenêtres et de portes étaient là. La totalité des sculptures de panneaux de portes ou d'encorbellements de portes étaient là. Et donc, oui, il y avait plus de meubles, mais la beauté architecturale et sculpturale du lieu était encore très présente. Il a fallu donc si vous voulez, il a fallu faire le clos et le couvert, comme on fait toujours dans ce genre de lieu. Et puis ensuite, on descend, étage par étage. On enlève les parquets du 19e, on fait tomber les plâtres du 19e, on fait réapparaître les maçonneries d'époque, on remonte les murs à la chaux, teintés à la terre de Sienne. On a refait les fenêtres. Alors c'est vrai que ce sont des proportions absolument incroyables, puisque ce sont des fenêtres à double meneau, de 4,90 m de haut, à tenon et mortaise, d'un seul tenant. Ce sont des vitraux aussi, 8000 vitraux, assemblés à la main, un par un, polychrome, soufflés à la bouche de la manufacture de Saint-Just, des médaillons. 36 médaillons ont été refaits, repeints, ce qui est considérable, c'est 3 ans de travail pour le vitrailliste. C'est évidemment un travail de couvreur, de zinguerie, ça va de soi. Donc il y a beaucoup de choses. On purge les pierres, on nettoie, on resculpte, le cas échéant. Et puis c'est aussi la mise en valeur de tout le végétal. Et 15 hectares en ville, c'est tout à fait exceptionnel et unique en France. Le végétal et l'animal, les deux. On prend très vite conscience de l'importance de l'enclave que représente
un tel lieu. Les animaux sauvages vivent à Châteaugaillard, ne sont pas chassés, que ce soit des chevreuils, que ce soit des blaireaux, que ce soit des renards. On a toute une faune assez étonnante. Et puis il faut ensuite éditer la flore. Et la chance de Châteaugaillard, c'est de ne pas avoir eu et subi de produits chimiques. Donc, le lieu est intact. On a donc, par exemple, une grande allée de platanes qu'on appelle la cathédrale du verre, qui fait 400 mètres de long, de quadruple platane, qui est vraiment une merveille. Je crois que c'est une des plus longues de la région. Et les platanes ont 150 ans. Et ils ont été plantés par un propriétaire au 19e qui était conservateur au musée du Louvre. Voilà. Donc, on a abattu, défriché, dessouché et édité tous les troncs qui faisaient plus de 30 cm de circonférence. Donc un gros travail, et là vous avez monté il y a quelques semaines l'épi de fêtage. C'était un petit peu une pause un peu symbolique qui signifie un petit peu la fin de ces travaux, même si ce sera jamais fini bien entendu, mais... Alors l'épi de fêtage, en fait l'idée c'était de trouver c'était de trouver un objet d'art qui finalement consacre les 10 années de sauvetage, de réhabilitation et de mise en valeur du domaine de Châteaugaillard. Et ma femme et moi avons eu l'idée dans nos pérégrinations, puisque vous savez qu'on acquiert quasiment un objet, un meuble par semaine depuis 10 ans. On a fait une rencontre d'un potier extraordinaire qui sait encore faire des épis de fêtage comme on les faisait autrefois. Les épis de fêtage, on a commencé à les poser au XIe siècle, sur les châteaux et les abbayes, en étain. Et puis, à partir du XVIe, on les a fait en terre cuite vernissée, polychrome. Et l'objectif était de raconter l'histoire du lieu. Alors là, on a commencé à dessiner ce qui allait raconter l'histoire de Châteaugaillard, et on a fait un épi de fêtage de 2,60 m de haut, donc fou. Et on est parti des dessins des Médicis. Voilà. Donc ça donne un objet absolument extraordinaire, et on a mis une longue vue au pied du château pour que les gens puissent le voir de plus près encore, même si on le voit depuis la billetterie. Donc c'est vraiment un objet d'art qui signe par une entreprise du patrimoine vivant les 10 années de mise en valeur du site, et puis qui raconte l'histoire du site. Il nous reste à peine une minute pour finir. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets que vous allez mener à Châteaugaillard? Qu'est-ce que c'est le futur maintenant de Châteaugaillard? Alors cette année, on a les 10 ans, donc on a pas mal de choses. On a eu l'épi de fêtage, donc effectivement que les visiteurs peuvent admirer tout au long de l'année. Ensuite, on aura au mois d'août un grand concert le 13 août de Luc Arbogast, qui est vraiment le musicien techno-renaissance en vogue et qu'on aime beaucoup. Voilà, on a bien sûr pas mal d'événements qui sont prévus, comme le Gala des Agrumes au mois de septembre, puis à nouveau Halloween pour les enfants au mois d'octobre, et puis le Noël des Orangers, la 3e édition, qui se tiendra au mois de décembre. Voilà. Et puis au mois de juin, on va inaugurer une volière des inséparables. Alors vous savez que Charles VIII était passionné par les oiseaux, et notamment les inséparables. Et donc ma femme a eu l'idée d'acheter une grande volière et de mettre des couples d'inséparables dedans, en rappel et en mémoire de ce goût de Charles VIII pour ces animaux. On continue de petit à petit d'accroître un peu les animaux présents au Châteaugaillard, puisque on a 2 ânes, 3 chèvres et un bouc, des lapins géants, voilà, donc une quinzaine d'animaux domestiques cette fois-ci. Donc on continue avec les inséparables cette année, par exemple, aussi. Pour faire vivre le château. Merci beaucoup, Marc Lelandais. Merci Marie-Elisabeth. Bonne soirée sur RCF. Écoutez plus loin que le bout de son nez. Écoutez RCF. La joie se partage.